Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. À la une ce soir, 6 morts et 6 blessés, dont 2 dans un état grave. C'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble à Fann Bel-Air, près de Colobane. Les victimes ont été surprises dans leur sommeil. La tragédie s'est produite vers 3 heures du matin et il a fallu 10 heures aux sapeurs-pompiers pour sortir les corps des décombres. Keur Massar ne veut pas être oublié. Plusieurs quartiers du tout nouveau département sont encore inondés et le quotidien des résidents s'en trouve perturbé. Une situation malgré la fin prochaine du premier plan décennal de lutte contre les inondations et l'annonce d'un deuxième. À la une également, le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale prévoit une grève les jours à venir. Les membres exigent un système de rémunération équitable. Ils souhaitent rencontrer le président de la République pour l'informer de certaines pratiques à la Direction générale des impôts et domaines. En sport, au football, le Casa Sport remporte la Coupe du Sénégal, un 3e sacre. Dans cette compétition, le club a battu Djambar de Sali 1-0. Merci de choisir la TFM. Le drame s'est produit vers 3 heures du matin. L'immeuble de 2 étages situé au quartier Rocade Fann Bel-Air s'est effondré, tuant 6 personnes, dont des enfants. 6 autres individus blessés ont été évacués à l'hôpital Le Dantec. Le gouverneur de Dakar, arrivé sur les lieux, a annoncé une série de mesures pour accompagner les familles des victimes. La vétusté du bâtiment et le non-respect des normes de construction serait à l'origine de cette tragédie. Le reportage de Thiorombar Ndiaye et Amadouba. Les images témoignent de la gravité de la situation. Nous sommes à Rocade Fann Bel-Air, communément appelé Darussalam, où 6 personnes, dont 3 enfants, ont perdu la vie dans l'effondrement d'une maison à 2 étages. Le bilan il est assez lourd, donc une douzaine de victimes, dont 6 corps sans vie. Le reste des personnels, des victimes a été évacué dans les structures sanitaires de la place. Les raisons évoquées, la vétusté du bâtiment, mais également le non-respect des normes de construction, selon le gouverneur de Dakar. La vétusté du bâtiment, non seulement il y a cette vétusté, mais c'est un bâtiment également, d'après ce qu'on en sait et ce qu'on a pu constater, certainement qui n'a pas respecté les normes de construction. Présents sur les lieux depuis 4 heures du matin, les sapeurs-pompiers ont continué les opérations de secours jusqu'aux alentours de 14 heures. Aux environs de 4 heures, et plus précisément à 4h18, que mes services ont été alertés pour un effondrement de bâtiment. Donc, arrivé sur les lieux, il s'agissait effectivement d'un effondrement de l'ensemble d'un bâtiment L+2 à usage d'habitation. Arrivé sur les lieux quand même, le premier réflexe de la 11e compagnie, ces personnels qui étaient les plus proches, c'était de demander un renfort. Le premier renfort, c'est de demander des médecins parce qu'on était certain qu'il y avait des personnels qui étaient ensevelis. Une série de décisions est prise par l'État du Sénégal pour assister les familles. Les services étatiques ont également été mobilisés. C'est les services à vocation sociale, notamment les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais également les services du ministère de la Femme pour prendre en charge les victimes de ce sinistre. Les occupants des logements mitoyens à celui-là qui s'est effondré, avec le ministère de la Construction, nous avons constaté que ces bâtiments ne sont plus sûrs et il n'est plus possible d'y loger et d'y habiter. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'ils évacuent le bâtiment. Peinés, les habitants de la localité ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le président de la République a annoncé un nouveau plan décennal de lutte contre les inondations 2023-2033. Le premier qui prend fin l'année prochaine avec ses 766 milliards de francs CFA n'a toujours pas réglé le problème. À Keur Massar, des quartiers entiers cohabitent toujours avec les eaux de pluie. Les images que vous allez voir montrent l'étendue de la catastrophe. Reportage Mamadou Fall et Asmalik Diop.
Ces routes impraticables se trouvent à l'intérieur du département de Keur Massar. Les pluies diluviennes de cette année ont rendu les choses plus difficiles. Ici, plusieurs quartiers sont envahis. Les populations sont dans le désarroi. Elles n'en peuvent plus. Les eaux proviennent des tuyaux d'évacuation mis en place par les services du ministère des collectivités territoriales pour lutter contre les inondations. Mais des solutions qui ont engendré beaucoup de problèmes à ces populations. Le problème, il est simple. La société SAHE, ça y est en principe, est en train de faire des pompages au niveau de la banlieue, particulièrement à l'unité 9 des parcelles. Ils ont fait des canalisations, donc des tuyaux, qui ont traversé notre cité et au-delà être dans l'Assegnan. Il y a eu des casses au niveau de ces tuyaux et vous découvrez aujourd'hui un lac derrière nous. Ce lac risque d'être une catastrophe. Nous n'avons pas besoin, nous sommes des citoyens, d'être très violents ni d'être agressifs. Vous l'avez vu, parce que là actuellement, il n'y a que le mur actuellement qui est comme un barrage entre l'eau et nos demeures. Aujourd'hui, si le mur cède, c'est sûr que ça va être vraiment une autre catastrophe. Voilà, donc là, il faut qu'on essaie de trouver un moyen d'évacuer l'eau. Parce que nous, actuellement, on est fatigués. Ça fait des années que nous sommes là. On n'a jamais eu de problème d'eau. Mais cette année, je pense que ça, quand vous le regardez, vous savez carrément que ce n'est pas de l'eau de pluie. Ces populations déplorent l'attitude des autorités puisqu'elles ont tout fait pour que celles-ci les entendent. Moult tentatives sont restées vaines. Aujourd'hui, le président de la République est interpellé. Les autorités de Keur Massar, à commencer par le préfet, le sous-préfet, le maire, même les sapeurs-pompiers qui sont dans l'opération au niveau de Keur Massar, nous avons fait l'effort d'aller vers eux. Au-delà, nous avons filmé X vidéos envoyées à ces autorités. Nous avons fait des correspondances, même au-delà de ces autorités, à l'Assegna qui est le voisin. C'est pourquoi nous appelons vraiment Monsieur le Président de la République. Parce que quand vous sollicitez des autorités qui n'ont pas de solution, l'appel c'est partager ce que nous vivons avec les Sénégalais. Et au-delà, interpeller le Président de la République qui, s'il constate ces faits, je pense que n'attendra pas 48 heures ni 24 heures pour nous apporter des solutions. Ce que nous vivons est terrible. Au-delà de ce que nous vivons, regardez ça, les moustiques, tout ça. Mais au-delà de tout ça, c'est la catastrophe qui risque d'y arriver. Parce que si toutefois le mur cède, ce sera un déluge en eau qui vont ravager nos maisons. Pourtant, solutionner ce problème n'est pas si difficile puisqu'il y a de l'espace qu'on pourrait transformer afin d'évacuer les eaux permettant aux populations de vivre dans la quiétude. Avec cet espace-là, on pourrait exploiter l'eau pour en bénéficier, au lieu que ce soit une catastrophe. Il y a assez d'espace, un bassin de rétention, un lac artificiel, je ne sais pas quoi. Je suis un novice. Je dis ça parce que c'est une idée qui me vient dans la tête. Mais je pense qu'avec les experts, on pourrait avoir une étude qui pourrait nous aider à bénéficier de cette eau au lieu de que ça soit une catastrophe pour nous. Le calvaire de ces populations dure et perdure, c'est aux autorités de réagir afin de les soulager. C'était le dossier du jour signé Asmalik Diop et Mamadou Fall. Dans la région de Diourbel, les populations de 10 villages ne veulent pas de la société Aquatec pour la gestion de leurs forages. Regroupés au sein du mouvement Seytou Sounou Forage, les habitants se disent prêts à user de tous les moyens légaux pour conserver la gestion de l'ouvrage. Ils dénoncent par ailleurs le blocage du compte bancaire du comité de gestion. Babacar Diouf à Bombay. Marche annoncée à Tokorak ce mercredi n'aura pas lieu. Les populations se sont limitées à une conférence de presse pour dire le mal qui les guette. On n'acceptera jamais qu'une autre entreprise, que ce soit Aquatec ou une autre entreprise étrangère, vienne occuper ou bien s'immiscer dans la gestion de notre forage. Si tu vois toute la jeunesse réunie, tu sais qu'ils sont prêts à donner leur vie. Ce que ces populations n'accepteront plus, c'est aussi le blocage du compte du comité de gestion du forage. Hier, qu'on a reçu l'argent. Donc ça veut dire que c'est grâce à la marche organisée aujourd'hui. Parce que normalement, on devait aller à Ngoy. Mais ils ont su que la population réunie 10 villages, c'est une bombe.
Ils n'accepteront jamais qu'on décide d'aller à Ngoï. C'est pourquoi ils ont tout fait pour débloquer le compte. Un forage dont les réalisations dans le développement de la localité ne sont plus à démontrer. Pour le maraîchage, c'est pour le maraîchage. Et la mission de l'Aquatec, c'est pour distribuer l'eau potable. Et le forage, sa formule, c'est juste pour le maraîchage. Donc tout ce qui a été fait, ou tout ce qui a été répété, c'était juste pour sa volonté de le faire pour le développement local. Les populations de Tokurak, Barindondol, Pintok, Sobem, Sosen, Batel et Kourti ne veulent plus qu'une chose, qu'on leur laisse la gestion de leur forage. Les camionneurs qui empruntent le corridor Dakar-Bamako, toujours choqués par l'attaque qu'ont subi leurs camarades cette semaine. Ils demandent aux autorités des deux pays de prendre des mesures immédiates pour assurer leur sécurité. Les conséquences économiques pourraient être énormes des deux côtés. Pambay Diao et Faligay ont rencontré quelques conducteurs de camions. Nous sommes au garage Maïga. Ici, les camions stationnent pour les besoins de dépannage. Sur les lieux, l'attaque des camionneurs sénégalais par des présumés djihadistes sur le corridor Dakar-Bamako est sur toutes les lèvres. Habitué de cette route, cet homme exprime toute son amertume. C'est une situation déplorable. Les attaques à main armée deviennent de plus en plus nombreuses sur cette route. Les chauffeurs sont en danger en permanence sur le corridor. Vraiment, c'est très difficile pour nous. Parce que ce chauffeur de camion à la retraite a conduit 30 ans sur l'axe Dakar-Bamako. En tant que chargé de relations avec la communauté malienne, il évalue l'impact économique de cette situation. Si on n'y prend pas garde, les conséquences économiques seront nombreuses. Les camions font entrer dans les caisses des deux pays beaucoup d'argent. J'ai fait plus de 30 ans dans ce métier. Je connais le coût de chaque gros porteur qui entre dans le pays. Chaque voyage, malien bi, auto Mali, yoré nako aussi, xamna lu muy dugal Sénégal. Pour éviter cela, les transporteurs demandent aux États limitrophes de renforcer la sécurité sur cette taxe. Les deux États doivent veiller à la sécurité des gros porteurs. Ils doivent renforcer le dispositif sécuritaire. Les États ne doivent en aucun cas laisser aux malfrats la latitude de reproduire ces attaques. Cette taxe est très stratégique. À rappeler que les camionneurs sénégalais ont subi des attaques d'hommes armés entre le croisement Nara et Sebabogo. Plus de 6 gros porteurs ont été brûlés. Le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale menace d'observer un arrêt de travail qui pourrait faire perdre à l'État du Sénégal 10 à 21 milliards par jour. Le préavis de grève expire ce 6 octobre. Les membres du syndicat revendiquent un système de rémunération équitable et exigent l'annulation de l'affectation de leur secrétaire général. L'attitude du ministre des Finances à leur égard est également déplorée. Et à ce stade du conflit, le syndicat veut une audience avec le président Macky Sall pour faire des révélations sur la direction générale des impôts et domaines. Le syndicat précise qu'aucun parti politique n'est derrière le mouvement. Al-Hassan Ba et Modou Diop ont assisté à la conférence de presse du dit syndicat. La nouveauté dans ce dossier, il est dit que le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale est instrumentalisé par un parti politique de l'opposition. Il n'en est rien. Il y a des gens qui sont partis raconter au chef de l'État que c'est un parti politique qui est derrière notre mouvement. Aucun parti politique n'est derrière nous. Il faut voir nos profils. Il n'y a que des informaticiens, des topographes, des statisticiens, etc. Donc tout ce que les gens racontent, c'est faux. Au contraire, ce sont ces gens-là qui soutiennent des partis politiques. Nous ne voulons pas citer des noms de partis, mais sachez que personne n'est derrière nous. Nous avons juste des revendications. Le staff continue de camper sur sa position et se dit ouvert au dialogue. Il veut être reçu par le chef de l'État. Le syndicat détient des informations qu'il voudrait partager avec Macky Sall. Nous le répétons, nous demandons au président de la République de nous recevoir. On va lui donner des informations qu'il ne savait jamais aux impôts et domaines. On va lui dire ce qui se passe réellement aux impôts et domaines. Encore une fois, la répétition, elle est pédagogique. Nous répétons que nous demandons au chef de l'État de s'immiscer dans ce dossier et de nous recevoir. Nous allons lui dire ce qui se passe là-bas. Leur préavis de grève va expirer le 6 octobre.
Si rien n'est fait, ils vont appliquer tout ce que le droit syndical leur garantit. On va appliquer le droit. Ah non, bon, il y aura une campagne, ça se fera de manière graduelle. Il y aura une campagne ça dépend de la réaction des autorités. On peut aller jusqu'à un arrêt de travail. Et un arrêt de travail à la direction générale des impôts et des domaines, c'est de 10 à 21 milliards de francs CFA de perte par jour. Mais nous, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Actuellement, c'est ce qu'ils disent que les gens, ce qu'ils appellent le panier B, qui sont discriminés, n'interviennent pas dans la chaîne des recettes. Ils ne disent pas la vérité. Parmi les points de revendication, l'annulation de l'affectation du secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale, la mise en place d'un système équitable de rémunération, le maintien des acquis fonciers, entre autres. Et puis ce constat, dans le milieu du travail, les femmes sont souvent victimes de discrimination de tout genre, de harcèlement entre autres. Certaines ne bénéficient même pas de protection sociale. Toutes ces difficultés ont fait l'objet d'une rencontre organisée par les femmes de l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. C'était à Thiès. Charente Diop et Seila Thier. Thiès et Dakar, réunis dans la capitale du rail, veulent lever les discriminations qu'elles subissent sur le plan professionnel et dans les sphères de travail. Parce que nous sommes des femmes syndicalistes et notre mission première, nous le savons tous, c'est la défense des intérêts matériels, moraux et culturels. Vraiment des travailleurs et des travailleuses. C'est un grand plaisir de recevoir le comité qui est en train de prendre un autre souffle à travers la relance des activités. Asseoir cette base organisationnelle au niveau des femmes, plusieurs thèmes majeurs ont été passés au peigne fin. La protection sociale, les violences et harcèlements dans le milieu du travail. Parce que nous savons aujourd'hui que la protection sociale, c'est pratiquement un goulot d'étranglement aujourd'hui au Sénégal, surtout celles qui sont dans l'informel, qui en fait n'ont pas de couverture sanitaire. La Convention 190 de l'OIT sur les violences et harcèlements dans le milieu du travail. Nous allons donc expliquer donc ce que c'est que la 690 de l'OIT, mais ensuite penser aussi à la ratifier parce que le Sénégal ne l'a pas encore ratifiée. Nous, dans nos syndicats, nous avons celles qui sont dans le formel et celles qui sont aussi dans l'informel. L'objectif final est de lutter contre les inégalités. Elles veulent se battre pour que les femmes puissent avoir accès à leurs droits. La sensibilisation au dépistage du sein dure tout le mois d'octobre et même au-delà. À Saint-Louis, les patients et les spécialistes souhaitent l'installation d'une machine de radiothérapie à l'hôpital régional. Octobre rose est donc une période pour inciter les personnes et surtout les femmes à aller se faire dépister. Le reportage à Saint-Louis d'Ousseynou Diop. C'est parti pour un mois de lutte et de sensibilisation contre le cancer. Une occasion pour rencontrer les malades et les spécialistes sur la question. À Saint-Louis, les patientes racontent les périodes les plus difficiles de leur vie. Le premier jour, j'avais perdu connaissance et tous les membres de la famille criaient. Certains pensaient même que j'avais perdu la vie. À l'hôpital, j'ai vu que mon sein saignait et finalement, on l'a amputé. Pour ces patientes rencontrées à l'hôpital régional de Saint-Louis, la seule solution pour soutenir les malades de Saint-Louis est de doter le centre hospitalier régional d'une radiothérapie, une manière de les soulager et d'éviter les déplacements coûteux. Nous demandons au chef de l'État de doter Saint-Louis d'une radiothérapie. À Saint-Louis, il y a beaucoup de malades qui souffrent. Et si on avait la radiothérapie, les patients pourraient se soigner tranquillement. Les spécialistes relèvent que le cancer est une maladie très dangereuse. Selon eux, la seule solution est de se dépister dès les premiers signes, surtout pour le cancer du poumon, qui est plus mortel. Donc, ils viennent à un stade où la maladie est assez avancée, ce qui va limiter les possibilités thérapeutiques et les chances de guérison. Donc, comme on l'a dit tôt, le dépistage a une place très importante dans le cancer du sein. La gravité du cancer du poumon réside au fait que c'est un cancer qui est très très agressif. Et c'est un cancer qui est profondément situé.
Mais c'est également un cancer qui occupe un des organes nobles de l'organisme, le poumon. Dans toute la région, les patients qui suivent le traitement avec l'aide de la radiothérapie se déplacent tous dans la capitale. Pour les malades du Nord, le gouvernement doit orienter ses priorités vers la dotation d'une radiothérapie au centre hospitalier régional de Saint-Louis, où beaucoup de malades souffrent à cause de cet outil indispensable à un stade de la maladie. Et d'autres reportages sont prévus toujours pour sensibiliser au cancer du sein durant ce mois d'octobre. Des ouvrages qui viennent à point nommé. C'est à Kolda. Des acteurs du développement ont construit des digues de rétention d'eau pour aider les producteurs à accroître leur rendement. Des barrages qui servent également de pont pour faciliter la mobilité des populations. Sur place, Abdoulaye Diallo. Le déficit pluviométrique enregistré à Kolda et l'ensablement des surfaces cultivables, la gestion de l'eau de pluie était devenue un enjeu de taille. C'est dans ce contexte que le programme agricole Italie-Sénégal, le pays, a construit des digues de retenue d'eau dans plusieurs localités de la région de Kolda. C'est dans ce sens que le programme a compris et a initié les grands travaux pour la réalisation de 2400 hectares au niveau de différentes vallées de la région de Kolda. Et il y a les changements climatiques, il y a les pauses pluviométriques, il y a également d'autres facteurs qui font que la production connaît souvent des rendements qui baissent d'année en année. Donc c'est ce que le programme a compris. C'est un ouvrage réalisé pour stocker un important volume d'eau en vue de son utilisation à des fins quand même diverses. Donc il est réalisé ici pour des besoins agricoles. Donc la digue, une digue fait une longueur de 350 mètres avec une crête de large de 5 mètres. Située à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, la digue de Sarendiaï est devenue dans ce sens une infrastructure d'intégration sous-régionale entre les populations des deux côtés de la frontière. Oui, c'est un ouvrage qui est très important pour la population de la commune de Médina El Hadji et même en même temps les Guinéens de Bissau, parce que nous vivons ici ensemble, ce vallée nous appartient nous tous. Même si la plupart des partis ça vient du Sénégal, quand même aussi ils vont en bénéficier. Ces digues qui ont l'allure de ponton facilitent la mobilité des personnes et de leurs biens dans ces localités qui jadis étaient très enclavées à cause d'un manque de routes praticables. Il y a le désenclavement entre les deux riverains, entre la Guinée-Bissau et donc c'est une intégration sous-régionale. Donc permettre la libre circulation des personnes et des biens. L'état actuel des cultures augure une bonne campagne de récolte, mais les producteurs réclament encore du matériel agricole. Restons dans le sud du pays. La filière mangue est l'une des plus développées du secteur agricole en Casamance, mais en l'absence d'unités de transformation de grandes quantités pourrissent, et c'est pour y remédier que l'État du Sénégal a construit de petites industries à Bignona, des installations qui seront gérées par les acteurs du secteur eux-mêmes. Suivons les explications de Amadou Ba. Il est le coordonnateur du programme cadre intégré renforcé au ministère du Commerce et il est au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. L'organisation du CRD a pour objectif d'abord de partager un modèle de gestion qu'on avait identifié pour gérer cette unité. Vous savez, dans le modèle classique qu'on avait, c'était soit on fait un appel d'offres international, qu'un industriel vienne exploiter, mais on s'est dit que c'est quand même un modèle assez risqué. Parce que vous ne pouvez pas mettre en place une unité au profit des populations, des acteurs de manière particulière et de confier ça à un aventurier. Donc nous, on s'est dit, on va changer de méthode d'approche. On va travailler directement avec les acteurs concernés dans le sens de mettre en place, dans un premier temps, un GIE regroupant tous les acteurs. Ce projet a été initié par l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. C'était pour accompagner la filière mangue. Vous savez, la filière mangue est une filière très importante au Sénégal et où il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi, en termes de création de richesses. Le meilleur moyen, en tout cas, de lutter contre le pourrissement de ces mangues, c'est de trouver des débouchés à ces mangues.
L'actualité sport à présent, Coupe du Sénégal de football, le Casa Sport remporte le trophée au Stade Lat Dior de Thiès. Il a battu Djambar de Sali sur le score d'1-0. Il s'agit du 3e trophée du club casamançais dans cette compétition. Et puis Bouna Sarr, l'un des nouveaux lions retenus pour affronter la Namibie lors des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le joueur est un binational franco-sénégalais de 29 ans qui joue au poste de latéral. Le sociétaire du Bayern Munich, un joueur expérimenté avec d'excellentes qualités offensives, ce qui pousse des observateurs à dire qu'il peut apporter de la plus-value. Cher Sad Boudjara. Vélocité, excellente qualité de centre et de frappe, adresse devant le but, des atouts démontrés par Bouna Sarr, la nouvelle recrue de l'équipe nationale du Sénégal, tout au long de sa carrière, de Metz au Bayern Munich, en passant par l'Olympique de Marseille. De quoi donner bon espoir aux sélectionneurs, Aliou Cissé et les supporters. Avec sa puissance de pénétration d'infiltration, il pouvait partir de loin et venir soutenir l'attaque. Donc c'est un joueur hybride qui peut apporter beaucoup. Sûrement le joueur a beaucoup progressé parce qu'il avait, à mon avis, comme tous les joueurs qui ont été reconvertis en défense, un problème sur le plan défensif, sur le plan du repositionnement, sur le plan du resserrement. Mais à mon avis, je pense que c'est des choses qu'il a su corriger. De derrière, il va apporter quelque chose sur le plan offensif. Latéral droit d'1,77 m pour 65 kg, Bouna Sarr, 29 ans, manque de temps de jeu depuis son arrivée à Munich en octobre 2020. Seulement 17 matchs joués, ce qui risque entre autres d'impacter ses futures performances avec les Lions du Sénégal. Ça peut être un handicap parce que le footballeur il doit être affûté, même s'il est dans un club de haut niveau où chaque jour, sur le quotidien, ils sont scrutés. Ils ont des entraînements de haut niveau, ça peut passer, mais c'est pas évident, donc rien ne vaut la compétition. En plus, il va dans un terrain qu'il ne connaît pas, il n'a pas d'expérience, il n'a pas l'expérience africaine, donc ce sera hasardeux de dire qu'il va venir en équipe nationale pour s'imposer. Il va falloir qu'il s'explique, qu'il s'excuse, ensuite qu'il puisse aussi nous apporter ce dont on a besoin. Bouna Sarr va rejoindre la tanière des Lions du Sénégal pour la première fois ce lundi en vue de la double confrontation Sénégal-Namibie de ce mois d'octobre. Une convocation loin d'être au goût de tous les Sénégalais à cause de ses déclarations dans le passé. Ses débuts en équipe nationale vont certainement être scrutés à la loupe. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de la TFM. Bonne soirée. Au revoir.